Traverser les murs, faire apparaître n'importe quoi ou n'importe qui, voyager dans le temps, soulever des montagnes, maîtriser les éléments, plonger à des milliers de kilomètres de la surface, voir dans la nuit, revivre les meilleurs moments de votre vie, vivre des moments futurs, la liste des possibilités est juste interminable. Apprendre à faire des rêves lucides de A à Z, écrit par Matteo Perrou, lu par l'auteur. Arrêtons de nous mentir, les articles sur les rêves lucides, il y en a beaucoup. Beaucoup. Sérieusement, vous ne trouvez pas qu'on peut rapidement s'y perdre ? On nous bombarde de techniques pour faire des rêves lucides, on entend parler de ça régulièrement, pourtant avez-vous l'impression d'être maître de vos rêves ? Heureusement, tout n'est pas si gris sous le soleil, il existe des sites extrêmement bien fournis sur le sujet, par exemple mon principal concurrent, il faut dire ce qui est, Attrape-Songe avec qui j'ai énormément appris. Je crois que ce qu'il nous manque, c'est de rappeler aux gens que faire des rêves lucides, c'est facile, c'est à la portée de tous et qu'il n'y a pas besoin d'y vouer sa vie. N'avez-vous pas l'impression que les rêves lucides sont présentés comme difficiles à atteindre et réservés à l'élite ? Parce que croyez-moi, ce n'est vraiment pas le cas. Mais tout d'abord, qui suis-je ? Rassurez-vous, je vais faire court. Je suis un passionné des rêves lucides qui a appris par lui-même et qui meurt d'envie de partager ce domaine au plus grand nombre. Je suis informaticien, mon métier n'a rien à voir avec les rêves. Mais ce n'est pas un problème, j'ai aussi dû apprendre depuis zéro, je n'ai jamais pu faire des rêves lucides naturellement et je suis donc la preuve que tout le monde peut y arriver. C'est parti. Les mots ne sont rien sans les actions, mais les actions n'ont pas besoin de mots. Voulez-vous apprendre ? Vous désirez vraiment apprendre à faire des rêves lucides ? Les articles qui fourmillent sur le web sont une bonne source de motivation, mais ils ne vous feront pas devenir rêveur lucide à eux seuls. Ce qu'il vous faut, c'est une marche à suivre simple qui vous fait avoir des rêves lucides en moins d'un mois et qui vous transporte émotionnellement. Je vous le jure, les rêves lucides vous feront peur, rire, pleurer. C'est un monde à peine imaginable pour celui qui n'en a jamais fait, et pour apprendre, rien de plus simple. Il vous suffit de rester avec moi. Vous pouvez écouter ce livre avant de vous endormir, dans les transports, à peu près partout. C'est parti! Et pour ceux qui désirent aller un peu plus vite, n'hésitez pas à modifier la vitesse de lecture de cet enregistrement. Accrochez-vous, on va taper fort. Pouvons-nous parler en toute franchise ? Vous voulez savoir ce qui est le plus important pour réussir à faire des rêves lucides ? Ceux qui ont dit non, je ne vous félicite pas. Continuez simplement votre écoute et votre taux de réussite grimpera plus haut que l'Everest. Et même si vous ne savez pas encore comment faire des rêves lucides, je m'adresse ici à tout le monde. Alors ouvrez bien vos oreilles. Le secret pour avoir des rêves lucides, c'est d'être tellement motivé à en faire que cette seule et unique raison vous suffira pour les provoquer. Votre inconscient, il est comme Bob. C'est une éponge. Vous voulez une preuve ? Alors essayez de ne pas penser à un éléphant noir. D'autres questions ? Partant de ça, vous allez pouvoir booster de façon phénoménale l'apparition de rêves lucides, simplement en demandant à votre inconscient d'en faire. Et vous savez la meilleure ? C'est que pour ça, vous n'avez rien d'autre à faire que de continuer votre lecture, et ce, même si vous pensez déjà connaître la matière. Un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, tout en étant conscient de ce que vous faites. Honnêtement, vous serez tout aussi lucide qu'actuellement, sans que les lois de la physique ne viennent vous emmerder. Pourquoi faire des rêves lucides ? Non, sérieusement ? Eh bien, je ne connais personne qui ait la chance d'avoir une vie sans défaut. Tout le monde a ses expériences qui forment ce qu'ils sont. Peu de personnes peuvent faire réellement ce qu'ils veulent sur Terre. Et lorsque notre vie est satisfaisante, on a tout le temps de penser à l'améliorer car l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Partant de ça, qui ne souhaite pas d'amélioration ou de changement dans sa vie ? Que ce soit de désirs simples ou alors plus difficiles à combler. Les rêves lucides sont la façon la plus simple pour réaliser ces désirs avec plusieurs avantages. Vous n'avez besoin de personne pour apprendre. Dans un rêve lucide, vos actes n'ont aucune conséquence. Vous ne pouvez pas mourir. Aucune loi ne vous contraint. Aucune loi physique ne vous contraint non plus. Personne ne saura jamais ce que vous y faites. Vous n'avez besoin d'aucune prédisposition. Riche, pauvre, bonne santé ou non, le temps n'existe pas dans les rêves lucides et rien n'est impossible. Mais alors, que faire dans un rêve lucide ? Si vous n'êtes pas encore convaincu, voici quelques exemples de ce que vous pourriez expérimenter. Vous pourriez par exemple voler comme Superman, réaliser vos fantasmes les plus intimes, discuter avec vous-même, revivre vos moments préférés, discuter avec une personnalité inspirante,
expérimenter le plus grand fou rire de votre vie, assister à un concert de votre musicien préféré, Mozart est une possibilité. Revoir une personne décédée, consommer n'importe quoi sans risquer pour votre santé. Vous transformer en animal, arrêter le temps, prendre un bain de minuit sur une planète océan en sirotant un cocktail, réfléchir à vos problèmes dans l'endroit le plus secret et relaxant que vous ne pourrez jamais imaginer ailleurs. Les rêves lucides, c'est comme beaucoup d'autres domaines, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir à quel point c'est cool. J'ai beau vous dire et vous répéter que vous serez aussi conscient qu'actuellement, pour celui qui n'en a jamais fait, c'est difficile à croire. Pourtant, aucun maître des rêves ne met en doute cela. C'est donc une réalité, les rêves lucides sont plus vifs et plus intenses que votre vie réelle. Beaucoup de personnes que je connais tombent dans le piège d'apprendre à faire des rêves lucides de la mauvaise façon. Pour moi, il y a une façon d'apprendre à faire des rêves lucides qui consiste à mettre en pratique plusieurs étapes consécutives. Une fois apprise une seule fois, cette technique vous permettra de faire des rêves lucides toute votre vie beaucoup plus facilement. Autant commencer tôt, non ? Apprendre à faire des rêves lucides demande des efforts, c'est vrai. Cependant, ce ne sont que de petits efforts comparés à ce que vous faites déjà dans votre vie. Étudier, travailler, payer vos factures et résoudre vos conflits. C'est exactement ce que je vous propose dans ce livre audio, Apprendre à faire des rêves lucides de la bonne façon. Première étape, mieux dormir naturellement. Dormez mal et vous partirez en dépression avant d'avoir eu le temps de dire lucide. Bien dormir, c'est capital. Que ceux qui croient que bien dormir, c'est dormir longtemps, aillent rejoindre les autres cancres de la classe. Dormir longtemps, c'est avoir l'illusion d'être reposé et compenser le manque de sommeil par la flemme ou les excitants. Non, je ne veux pas que vous posiez votre tasse de café et arrêtiez d'en boire jusqu'à la fin de vos jours. Je trouve moi-même cette boisson délicieuse. Je dis simplement que vous y gagnerez à dormir mieux et moins longtemps. Déjà, vous aurez plus de temps pour vos loisirs, vous serez moins stressé, plus heureux. La liste est longue. Alors pourquoi bien dormir ? Vous serez clairement plus heureux, ça ne se refuse pas, et vous aurez plus de temps pour vos loisirs et le temps ne s'achète pas. Vous serez beaucoup moins stressé et croyez-moi que la liste des problèmes liés au stress est vraiment longue. Vous ferez des économies parce que vous ne dépenserez plus sous l'impulsion du stress. Vous mangerez moins et donc vous maigrirez. Vous serez plus vigilant parce que le sommeil sert principalement à vous maintenir vigilant. Vous vivrez aussi plus longtemps, mais je respecte les éventuels suicidaires qui m'écouteraient en ce moment. Vous irez moins souvent chez le médecin, ce qui vous fera gagner temps et argent. Vous serez plus souriant, vous n'aurez plus à faire semblant. Vous aurez une meilleure forme physique, ce qui vous évitera bien des problèmes de santé. Vous serez aussi moins moche ou plus beau, ce qui à notre époque si superficielle est un plus. Vous ferez plus de rêves, et on est quand même ici pour parler de rêves lucides à la base. Vous perdrez plus de poids, je connais peu de monde qui souhaite à tout prix grossir. Vous gagnerez en motivation, ce qui vous permettra d'atteindre plus facilement vos objectifs. Vous augmenterez votre mémoire et donc vous souviendrez mieux de vos rêves et de votre belle et longue vie. Vous entretiendrez de meilleures relations, ai-je besoin de prouver que c'est utile ? Vous résoudrez mieux vos problèmes personnels, bon, normalement vous n'en aurez plus autant, mais cela dit, vous serez plus apte à les appréhender. Vous arriverez plus facilement à arrêter de fumer si vous êtes fumeur, ça a marché pour moi. J'imagine bien que vous connaissez déjà une grande partie de la réponse, le but ici est surtout de savoir comment tenir ses engagements et réussir à obtenir un vrai résultat. Gardez en tête que dormir plus ne vous repose pas plus et que partant de ça, vos grasses matinées du week-end ne sont pas la solution. La solution, elle est simple et elle consiste à savoir comment fonctionne le sommeil et en tirer profit. La nuit, vous enchaînez ce que l'on nomme des cycles de sommeil. Ils se composent de 4 stades que sont l'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Voilà ce qu'il faut retenir. Chaque cycle dure environ 90 minutes. Les rêves les plus vifs se déroulent pendant le sommeil paradoxal. La phase de sommeil paradoxal dure plus longtemps à chaque nouveau cycle. Un bon réveil se déroule entre 2 cycles. Voyons à présent comment en tirer profit avec 6 règles d'or. Une fois que vous aurez pris connaissance de ces règles d'or, vous bénéficierez de tous les avantages que vous avez pu écouter précédemment, alors on y va. De toute façon, grâce à votre écoute, vous vivrez plus longtemps, n'est-ce pas ? Règle numéro 1, des heures de sommeil réguliers tu auras. Vous vous couchez tous les jours à la même heure, vous vous levez tous les jours à la même heure, le week-end aussi, et paf, ça fait des chocs à pic. Votre corps se synchronise et en très peu de temps, il apprend à réellement se reposer car il peut se préparer à le faire. Règle numéro 2, dans un environnement sain, tu dormiras.
Ajustez la température de votre chambre pour être entre 15 et 20 degrés. Dormez dans un lit, si possible, assez dur et non sur un canapé. Éteignez toutes les sources de lumière artificielle une trentaine de minutes avant de vous endormir. Règle numéro 3, les excitants après 15 heures, vous éviterez. Très sérieusement, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une description, mieux vaut proposer une liste de ce que vous devriez éviter de consommer. Café, thé, soda, tabac, alcool et cocaïne. Et tout ça après 15 heures. Règle numéro 4, vos petits problèmes, vous réglerez. Bien des gens ont de la peine à dormir ou dorment moins profondément parce qu'ils sont tracassés. On ne parle pourtant pas même ici de gros problèmes, juste de petits tracas. Vous devez vous vider la tête et résoudre tous vos petits conflits internes. Pour cela, voici plusieurs solutions. Parlez-en à quelqu'un qui vous écoutera, allez courir un petit moment, faites l'amour, mangez léger, lâchez-vous par écrit sur du papier, écoutez de la musique, pas déprimante s'il vous plaît, et pour finir, faites vraiment ce qu'il y a dans cette liste. Règle numéro 5, au premier signe de sommeil, tu dormiras. Vos yeux piquent, vous bâillez, vous avez de la peine à vous concentrer et il est passé 19 heures. Alors qu'attendez-vous pour aller taper la causette avec Morphée ? Sérieusement, ne procrastinez pas votre sommeil, tuez ces mauvaises habitudes dont l'œuf. Règle numéro 6, preuve d'intelligence vous ferez. Ne soyez pas bête, ne vous dites pas que ces petits efforts sont insurmontables. Faites au mieux selon votre situation. Personne ne vous blâmera d'aller boire un verre un soir de temps en temps ou de rentrer tard. Faites juste preuve de bon sens et prenez le maximum de cet audio pour améliorer votre vie. C'est le but au final, non ? Alors à vous de jouer. Je crois que tout est dit, vous avez toutes les clés en main pour réussir à obtenir les bénéfices que vous recherchez avec un sommeil de qualité. Ces petites astuces sont très simples à mettre en place et en valent vraiment la peine, croyez-moi. Essayez-les ne serait-ce qu'un mois ou une semaine dans l'année, satisfait ou remboursé. Prochaine étape, apprendre les rêves lucides. Bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de voir, mais contrairement à beaucoup de domaines d'apprentissage, les rêves lucides se démarquent un peu. Pour apprendre à faire du vélo par exemple, vous vous mettez sur celui-ci et vous commencez à pédaler. Vous tombez et puis recommencez en apprenant à chaque fois de vos erreurs. C'est à peu près la même chose pour la plupart des domaines. Pour le rêve lucide, c'est un peu différent et c'est ce qui en fait un apprentissage très frustrant au début. Le truc avec les rêves lucides, c'est que vous ne voyez presque pas de progression jusqu'au fameux jour où vous faites votre premier vrai rêve lucide. Un peu comme si chaque nuit, vous grattiez un ticket de loterie avec l'espoir de décrocher le gros lot. Ce côté négatif est tout de suite compensé par un point essentiel. En effet, pour apprendre à faire des rêves lucides, il vous suffit simplement de suivre une liste d'instructions que n'importe quelle personne peut réaliser. Ces instructions sont vraiment à la portée de tout le monde et il suffit de les appliquer pour devenir maître de ses rêves. Une fois la liste en votre possession, vous allez forcément y arriver. Et puisque je ne suis pas là pour vous faire attendre, mais pour provoquer chez vous le grand résultat, voici cette fameuse liste. Numéro 1, tenir un journal des rêves. Numéro 2, faire des tests de réalité. Numéro 3, prendre connaissance de la paralysie du sommeil. Et règle numéro 4, appliquer les techniques d'induction. Et c'est tout. Ces 4 points, je les ai détaillés pour vous dans la suite de ce livre. Vous n'êtes désormais plus un débutant, mais un initié. Félicitations à vous. Après avoir pris connaissance des 4 prochains cours, vous serez en mesure de provoquer des rêves lucides facilement et naturellement. Alors conclusion, tenez bon et direction les initiés. Premier point, tenir un journal des rêves. Bienvenue dans ce petit cours qui vous permettra de réaliser le journal des rêves parfait. Parfait, c'est un mot que j'ai choisi exprès pour les sceptiques de la perfection, car en fait il s'agit surtout de trouver la façon de raconter qui vous correspond le mieux. Afin de bien comprendre, permettez-moi de commencer par vous expliquer pourquoi il est important de tenir un journal. Savoir pourquoi nous faisons les choses nous permet de les appréhender avec plus d'aisance et d'intérêt. Pourquoi tenir un journal des rêves ? Pour 2 raisons principales. La première est de vous permettre d'améliorer de façon étonnante votre mémoire des rêves. Tenir un journal des rêves vous aide à vous souvenir toujours un peu plus de vos expériences de la nuit et augmente drastiquement votre capacité à vous souvenir de vos rêves et par extension de vos rêves lucides. La deuxième raison est que cela va vous permettre de vous intéresser à votre carte personnelle des rêves. Vous allez avoir accès à une multitude d'informations très utiles. En relisant votre journal, vous saurez par exemple de quoi vous rêvez le plus et vous verrez que cela vous sera d'une grande utilité par la suite.
Si vous savez déjà ce que sont les tests de réalité, vous devriez avoir une idée de pourquoi il est important de savoir de quoi on rêve. Maintenant que vous savez pourquoi, vous avez tout intérêt à ne pas négliger un journal des rêves, voyant en détail comment le rédiger pour en tirer le plus de bénéfices. Que faut-il noter dans son journal ? Ce qu'il est important, c'est de savoir quoi noter. Peu d'entre vous auront le courage et le temps de décrire la totalité de leurs rêves jour après jour dans les moindres détails. C'est la raison pour laquelle il est important d'optimiser son journal. Son but est avant tout de vous aider à faire des rêves lucides. Si vous désirez toutefois avoir de plus grands souvenirs de vos nuits, n'hésitez pas à aller plus loin. Cela étant dit, et sachant pourquoi il est important de tenir un journal des rêves, voyons ensemble les informations qu'il est important d'y voir figurer. Avant toute chose, et dans un souci pratique, notez immédiatement dès que vous vous souvenez de quelque chose. Par exemple, un simple mot-clé, si vous rêvez d'une balade en montgolfière accompagnée d'un éléphant rose et d'un mouton nommé Titi, vous pourrez noter les mots-clés suivants. Voler, éléphant, mouton, ballon. Ensuite, il vous faut retranscrire principalement des concepts et des idées. Par exemple, si vous rêvez d'un lieu que vous connaissez bien, vous pourriez noter un mot-clé tel que lieu connu. Si au contraire vous rêvez de vaisseau spatial et de bataille spatiale, notez plutôt imaginaire. Cela situe votre univers du moment. C'est important de savoir si vous rêvez souvent d'histoires loufoques ou au contraire assez proches de votre vie réelle. Finalement, si vous avez l'envie et le temps, notez vos rêves chronologiquement. Comme si vous racontiez une histoire, il vous faudra détailler un maximum de choses. Pas seulement ce que vous avez vécu, mais aussi ce que vous avez vu, les objets qui étaient à proximité de vous, les interactions que vous avez eues avec les personnages de rêve. On l'oublie souvent, mais il est aussi possible de décrire les sons, les odeurs, les couleurs, le temps qu'il faisait, etc. Et tout cela deviendra plus facile avec le temps puisque vous pourrez vous fier aux mots-clés que vous aviez écrits précédemment. Ces derniers vous rappelleront encore plus de détails de vos prochains rêves. Mais alors comment noter ces rêves ? À l'ère du numérique, il est évident que de noter ses rêves n'est plus uniquement une histoire de papier et de crayon. Nous vivons une époque très agréable de ce point de vue. Écrire un rêve dans un journal est une tâche difficile et longue, surtout si vous devez le réaliser au milieu de la nuit. C'est pourquoi je vous propose ici quelques idées plus originales pour noter vos songes. Première possibilité, enregistrement vocal. Très simple à mettre en place, de nos jours tout le monde possède un enregistreur sur son téléphone que l'on peut télécharger comme application. Cette méthode vous permet déjà de ne pas avoir besoin de beaucoup d'énergie, car Dieu sait qu'au milieu de la nuit, personne n'a envie de tenir un stylo et d'allumer la lumière pour écrire. Il est donc très facile de se saisir de son téléphone ou de son enregistreur et de commencer à narrer vos rêves. De plus, le fait de parler vous permettra de perdre moins de temps à raconter le rêve et donc réduira les risques d'oublier une partie de ce dernier. Le lendemain matin, n'hésitez pas à réécrire le rêve enregistré sur papier pour compléter votre merveilleux journal de rêve qui sera bien plus facile à étudier que les fichiers audio. Possibilité numéro 2, la vidéo. Très proche de l'enregistrement vocal, cela offre également la possibilité de s'exprimer avec des gestes et des images. C'est aussi plus sympa à regarder après coup. Également, nous vivons une époque où le montage vidéo est à la portée de tous et permet facilement de retravailler les enregistrements pour n'en garder que l'essentiel. C'est un peu plus difficile avec les enregistrements vocaux qui permettent moins de liberté avec peu de connaissances. Troisième idée, le journal sur smartphone. Écrire un journal de rêve sur son smartphone, c'est assez contraignant parce que le clavier n'est pas très agréable à utiliser. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'auront aucun problème avec ça, mais pour ma part, c'est assez difficile de m'y faire. En revanche, c'est une super méthode car vous pouvez noter vos rêves absolument partout et il vous accompagne aussi absolument partout. Conclusion, tenir un journal de rêve est une base fondamentale pour qui souhaite faire des rêves lucides et il est important de pouvoir le faire avec plaisir et non par contrainte. Je vous invite donc à ne pas vous prendre la tête. Notez le maximum des informations que vous trouvez importantes et utilisez un moyen d'enregistrement original. Second point, les tests de réalité. Vous êtes sur Mars, accompagné d'une autruche albinos nommée Floriane. Votre couleur de peau n'est pas celle que vous avez l'habitude de voir, pourtant vous ne vous rendez pas compte que tout est faux. Pourquoi ? Eh bien parce que si dans les rêves vous êtes aussi passif face à ce qui vous entoure, c'est bien parce que dans la vie réelle vous ne faites pas mieux. Personne ne remet jamais en doute son environnement, c'est finalement ainsi que l'on fonctionne. Savoir à tout moment si vous rêvez ou pas et ne pas vous laisser piéger par l'illusion sont les compétences que vous allez apprendre dans ce chapitre. Croyez-moi, vous allez adorer. Les tests de réalité sont avec les techniques d'induction la partie la plus fun de l'apprentissage des rêves lucides. Un test de réalité, c'est une action qu'on réalise dans le but de savoir si on rêve ou non.
Le but étant de réaliser cette action à l'intérieur d'un rêve. Pour que cela fonctionne, il faut que l'action que vous réalisiez renvoie une réponse différente si vous êtes dans un rêve ou si vous êtes dans la réalité. C'est seulement comme ça que vous saurez vraiment si vous êtes en train de rêver. Ces actions sont pour la plupart très simples à réaliser. Ce qui est plus difficile, c'est de s'arranger pour les entreprendre dans vos rêves. Le seul moyen pour y arriver, c'est de faire en sorte que ces actions soient de véritables automatismes dans votre vie réelle. Une fois que vous aurez acquis ces automatismes, vous les reproduirez dans vos rêves. Le principe est simple, vous aurez tellement répété ces actions dans la journée que lorsque vous serez dans votre rêve, vous allez effectuer par automatisme les mêmes actions, mais dans un rêve, vous obtiendrez un résultat différent. Puisque vous n'êtes pas ici pour perdre votre temps, je vous propose sans plus tarder une liste de tests de réalité, d'actions les plus efficaces. Nous verrons juste après comment les utiliser au mieux. Comme pour tout, il y a une bonne et une mauvaise façon de les utiliser. Le test du nez bouché. Bouchez votre nez, fermez la bouche et essayez de respirer. Que se passe-t-il ? Dans la vie réelle, vous ne pouvez pas respirer. C'est logique puisque vous bouchez vos voies respiratoires. Dans un rêve, vous pourrez respirer normalement car pendant la nuit, la respiration est automatique. Le test des doigts de la main. Dans la vie réelle, vous devriez avoir 5 doigts. Dans un rêve, pas toujours. Je dirais même presque jamais. Il vous suffit alors de compter vos doigts et de vérifier si vous en avez le bon nombre. Si vous n'en avez pas autant, vous êtes dans un rêve. Le test de la main invisible. Essayez de traverser la paume de votre main gauche avec l'index de la main droite. Visualisez le doigt qui passe au travers de la main. Ne vous arrêtez pas avec votre geste. Faites en sorte que votre doigt traverse la paume de la main. Si vous y arrivez, vous êtes dans un rêve. Le test de lecture. Lorsque vous lisez quelque chose, les lettres sont inscrites sur du papier ou sur un écran. Si vous décidez de regarder ailleurs et de revenir à votre lecture, rien n'aura changé. Ceci n'est pas le cas dans un rêve. Vous pourriez lire une affiche et en détournant le regard un instant, remarquer qu'elle a complètement changé. Utilisez ce principe en lisant des affiches, panneaux, titres de livres et regardez si le texte a changé après avoir détourné votre regard. Le test du saut. Essayez de sauter en l'air. Est-ce que vous retombez sur vos 2 pieds ou planez de façon fantomatique en dessus du sol? Le test de mémoire. Essayez de vous souvenir comment vous êtes arrivé ici. Que faisiez-vous il y a 10 minutes? Avez-vous le souvenir de vous être réveillé ce matin dans votre chambre? Les autres tests. Il existe une multitude d'autres tests que vous pouvez trouver sur Internet. Nous nous focalisons ici sur les plus fiables et les plus discrets. Il est inutile de vous présenter un test où le but serait de vous jeter par terre pour voir si vous arrivez à voler. Utilisez les actions au quotidien. Pour faire de ces actions des automatismes, rien de plus simple. Il faut les entreprendre pendant vos soirées, pendant vos activités, vos balades, vos dîners, en bref, tout le temps, toute la journée. Le plus possible à n'importe quel moment, mais attention, pas n'importe comment. Voici le processus à suivre quand vous effectuez une action. Prenez une grande inspiration. Posez-vous sincèrement la question « Suis-je en train de rêver ?» Essayez de répondre à cette question sans utiliser aucune action. Finalement, utilisez une ou plusieurs actions que nous venons de voir pour confirmer ce que vous pensez. Il est vraiment très important de procéder comme ça, croyez-moi. Si vous utilisez les actions sans vous poser les bonnes questions, elles n'auront aucun effet. Pourquoi ? Parce que le seul automatisme que vous allez créer en faisant faux, c'est de réaliser une action sans même savoir pourquoi. Ainsi, dans votre rêve, vous pourriez effectuer la bonne action, mais ne pas prêter attention au résultat. Cela m'est arrivé et il a été très difficile de modifier ce comportement. Ne faites pas la même erreur. Les tests de réalité sont l'un des 4 piliers pour réussir à faire des rêves lucides. Nous venons de voir en quoi ils consistent et on ne peut pas dire que ce soit très compliqué. Il ne faut simplement pas tomber dans les 2 pièges principaux qui sont de ne pas en faire suffisamment dans la journée et de ne pas le faire avec assez de conviction. Je ne le répéterai jamais assez, faire des tests de réalité avec conviction est extrêmement important. La qualité de vos rêves lucides dépendra énormément de cela. Plus vous douterez réellement de votre environnement, plus vos chances de reproduire ce comportement en rêve sera élevée. C'est parti, attaquons maintenant le 3e pilier de l'apprentissage des rêves lucides, la paralysie du sommeil. Vécue par beaucoup de monde comme l'une des pires expériences de leur vie, donnant l'impression de mourir et étant presque impossible à surmonter, la paralysie du sommeil est un véritable fléau. Il nous faut en parler. J'avoue, j'exagère un peu, mais je dois vous garder attentif, car c'est un sujet important et plus important que ce que beaucoup pourraient croire. On définit la paralysie du sommeil comme étant un trouble du sommeil où une personne se retrouve paralysée et qui en plus de cela se voit être prise d'hallucinations en tout genre.
Ces hallucinations sont pour la plupart effrayantes et même traumatisantes. Pourtant, la paralysie quand on dort, c'est plutôt normal. En effet, imaginez que nous reproduisions tous les gestes de nos rêves dans la réalité. Nous ferions beaucoup de dégâts, non ? C'est grâce à la paralysie partielle du corps que nous pouvons dormir en toute sécurité. Toutefois, il arrive que la paralysie du sommeil se déclenche alors que vous n'êtes pas encore endormi, ce qui provoque, pour faire court, un rêve dans la réalité. C'est ce rêve que les gens redoutent le plus dans une paralysie du sommeil. Il semblerait que pour la plupart des gens, il soit vécu comme vraiment très effrayant. La paralysie du sommeil est provoquée plus facilement chez les gens qui ont des horaires de sommeil irréguliers ou qui consomment des stimulants tels que le café, le tabac ou certaines drogues. La paralysie dure entre quelques secondes et plusieurs minutes et est difficile à stopper. Si vous ne savez pas ce qui vous arrive, attendez-vous à des sensations intenses et désagréables. Cela dit, une fois que vous savez ce qui vous arrive, la paralysie est vraiment facile à vivre, voire utile pour réaliser des rêves lucides. Nous le verrons un peu plus tard. Avant cela, j'aimerais simplement remettre un peu les choses au clair. Je ne souhaite pas que vous pensiez que la paralysie du sommeil soit quelque chose à éviter absolument. Pire, que vous renonciez à apprendre à devenir maître de vos rêves par peur de croiser ce phénomène. La paralysie du sommeil, au même titre que les rêves, peut être contrôlée par celui qui la vit. Une paralysie du sommeil peut être vécue de façon très agréable, pour peu que vous sachiez que c'en est une, vous ayez envie d'en modifier le cours, vous croyez que cela est possible et facile, et vous avez des pensées positives. Une fois ces conditions réunies, vous avez toutes les clés en main pour vivre cette expérience de façon positive, l'utiliser pour améliorer la fréquence de vos rêves lucides et passer des nuits plus intenses. À présent, nous voilà prêts à passer à la suite, les techniques d'induction. Point numéro 4, les techniques d'induction. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous aventurer ici ? Vous vous apprêtez à prendre connaissance d'une partie très importante dans l'apprentissage des rêves lucides. Vous allez augmenter les chances d'obtenir des rêves lucides de plus de 50%, et ce sans y mettre beaucoup d'énergie et en moins d'une semaine. Vous êtes prêts, vraiment ? Alors un peu de concentration et prenons quelques minutes de notre vie pour devenir maître de nos rêves. Les techniques d'induction, ce sont des techniques que vous utilisez en complément du journal de rêve et au test de réalité pour augmenter vos chances de provoquer un rêve lucide. Cela n'augmente pas qu'un peu vos chances. Les techniques d'induction, pour la plupart d'entre elles, ont comme objectif de provoquer directement un rêve lucide. Vous allez au minimum doubler vos chances d'induire un rêve lucide. Le plus fou dans l'histoire, c'est que vous pourrez combiner plusieurs techniques d'induction pour augmenter encore et encore vos chances jusqu'à ce que le rêve lucide soit provoqué. Réaliser des techniques d'induction, c'est simplement une suite d'actions, souvent avant de s'endormir, dans le but de provoquer un rêve lucide. Comme pour les tests de réalité, pas besoin de plus de blabla, voici une liste de techniques d'induction rien que pour vous. Technique numéro 1, l'interruption du sommeil. L'interruption du sommeil, ou WBTB en anglais, comme Wake Back to Bed, est une technique d'induction qui est pour moi le cœur de l'apprentissage des rêves lucides. En plus d'être particulièrement efficace, elle peut être combinée avec d'autres techniques. En général, elle vous donnera un taux de réussite de plus de 50% et cette valeur augmentera encore si vous décidez de la combiner avec d'autres méthodes. Le principe est très simple, il vous suffit d'interrompre votre sommeil pendant une durée suffisamment longue et juste avant une phase de sommeil paradoxal. Plus vous effectuerez cette technique tard dans la nuit, plus elle sera efficace. Mais attention à ne pas l'utiliser trop tard car vous risquez de ne plus pouvoir vous rendormir. Le but ici est de vous faire reprendre vos esprits avant d'attaquer de nouveaux rêves et ainsi espérer être plus attentif à ce qui vous entoure une fois endormi. Cela augmentera les capacités de votre esprit critique à savoir si vous êtes en train de rêver. Vous aurez donc plus de chances de faire des tests de réalité, mais pas seulement. Cette technique augmentera aussi vos chances de réussir une autre technique d'induction comme le PELD, Paralysis Induction of Lucid Dream, technique pour maximiser le temps que vous avez pour rêver. Réveillez-vous donc entre 4h30, 6h ou 7h30 après vous être endormi. Restez éveillé entre une demi-heure et 1 heure sans allumer de lumière artificielle, d'écran ou de radio. Préférez les bougies, la lumière de la lune ou simplement l'obscurité, afin de ne pas risquer de vous réveiller complètement. Pour les personnes habitant dans un quartier calme, une promenade semble une excellente idée. Durant cette pause de sommeil, effectuez 1 ou 2 tests de réalité de façon très sérieuse et en vous demandant sincèrement si vous êtes ou non en train de rêver. N'oubliez pas de vous poser la fameuse question critique. Pour rappel, cette question consiste à se demander sincèrement avant d'effectuer un test de réalité si nous sommes en train de rêver, afin de remettre en doute notre environnement et de prendre directement les bonnes habitudes.
Technique suivante, l'induction par paralysie du sommeil. L'induction par paralysie, ou PILD, comme j'aime l'appeler pour me rapprocher des conventions, est une technique que j'aime combiner avec le WBTB et qui permet d'augmenter vos chances de tomber directement dans un rêve lucide au moment de l'endormissement. La technique repose sur l'état particulier dans lequel nous entrons lorsque nous sommes en paralysie du sommeil. Alors que pour bien des gens, la paralysie du sommeil est une expérience mal vécue, il en est bien autrement pour les pratiquants de l'induction par paralysie. Lorsque vous dormez, votre inconscient vous offre des hallucinations que nous aimons appeler des rêves. Quand vous êtes éveillé, vous voyez consciemment votre environnement et vous pouvez interagir avec lui. Finalement, lorsque vous êtes en paralysie du sommeil, vous combinez ces deux états de conscience en même temps parce que pour votre corps, vous dormez et pour votre esprit, vous êtes éveillé. Cela donne lieu à un état extraordinaire où vous pouvez voir ce qui vous entoure réellement, votre chambre, votre salon, etc., tout en ayant des hallucinations en même temps. C'est une première porte d'entrée qui s'ouvre vers votre inconscient. Vous avez alors le choix de la traverser ou de la fermer. Le but de la présente technique est bien entendu de la traverser. Une fois la paralysie du sommeil déclenchée, il vous faudra fermer les yeux, penser très fort à l'endroit où vous voulez aller en rêve lucide, puis ouvrir les yeux d'un coup. La plupart du temps, cela vous emmènera directement dans le rêve lucide. Mais comment provoquer volontairement une paralysie du sommeil ? Afin de provoquer cet état de conscience, vous allez faire croire à votre corps que vous vous êtes endormi. Vous pensez que c'est impossible ? Détrompez-vous. Votre corps ne se fie qu'à peu de choses pour savoir si vous dormez, et le but va être de réunir les conditions nécessaires à tromper sa vigilance. Voici les étapes que vous pouvez effectuer dans le but de provoquer une paralysie du sommeil. Positionnez-vous de façon très confortable. Vous allez rester dans cette position un certain temps. C'est la raison pour laquelle vous devez être sûr d'être parfaitement bien installé. Rien ne doit vous déranger. Vous devez si possible flotter sur un nuage. Si vous ne dormez généralement pas seul, dites à votre conjoint de ne plus vous déranger et essayez de dormir de façon à ce que ces mouvements n'affectent pas les vôtres. Ne bougez plus d'un poil. Vous allez rester parfaitement immobile. Normalement, si vous avez choisi une position parfaitement confortable, cela devrait être plus facile, car vous savez que la gêne que vous ressentirez n'est pas vraiment réelle. Pour que votre corps croie que vous dormez, vous devez réellement ne plus bouger d'un poil. Cela devient compliqué lorsque votre nez commence à gratter et que vous avez une envie irrésistible de soulager cette démangeaison. Surtout, n'en faites rien. Ce sont des signes que votre corps envoie pour savoir si vous dormez ou non. Vous verrez qu'au début, il vous sera difficile de tenir plus de quelques minutes dans cette position, mais avec le temps, vous tiendrez suffisamment longtemps pour provoquer la paralysie. Durant cette phase où vous allez ne pas bouger, il vous faut également respirer avec le ventre. Vous allez respirer uniquement avec le ventre, comme si vous étiez en train de dormir. Si vous ne savez pas comment procéder, voici un récapitulatif de comment respirer avec le ventre. Respirer par le ventre, c'est éviter de gonfler votre cage thoracique. Vous allez respirer en gonflant uniquement votre ventre. Au départ, vous aurez l'impression de vous forcer à pousser le ventre en plus de prendre une inspiration. Cela me semble normal car nous avons peu l'habitude de nous rendre compte de ce type de respiration. Pourtant, il s'agit de la respiration naturelle des êtres vivants. Notez que les bébés respirent comme ça. Cela vient ensuite assez naturellement. Imaginez que votre ventre se remplisse d'air et petit à petit, ne bougez plus que cette partie, sans forcer. La respiration provoque le gonflement du ventre, la cage thoracique ne bouge plus. Vous ne devez pas avaler non plus votre salive. Oui, cela vous paraît sûrement difficile, même très difficile, mais pas tant que ça. Premièrement, pourquoi ne pas avaler ? Eh bien, parce que pour faire croire à votre corps que vous dormez, il faut simuler un endormissement, c'est-à-dire ne pas bouger, respirer par le ventre et ne pas avaler non plus. Normalement, la position que vous avez choisie ne vous obligera pas à avaler. Si vous n'êtes pas debout ou à l'envers, vous n'aurez aucun mal à ne simplement rien faire. Restez sur le dos ou sur le côté et faites en sorte que votre salive ne coule pas toute seule vers votre gorge, évitant ainsi de provoquer le réflexe de déglutition. À présent, il ne vous reste plus qu'à attendre. Cela vous aidera à provoquer une paralysie du sommeil, ce qui est clairement une excellente façon de commencer à rêver consciemment. De plus, et ce n'est pas négligeable, vous allez entrer dans un mode de pensée riche et productif. Au début, oui, il vous sera difficile de faire le vide, mais le fait de ne devoir vous focaliser sur rien d'autre que vos pensées va déjà énormément vous aider. Une fois que vous aurez fait le vide de vos pensées parasites, il ne vous restera plus qu'à vous pencher sur les sujets qui comptent vraiment pour vous. Technique suivante, l'autosuggestion. Selon le Larousse, la définition du terme autosuggestion nous suggère qu'il s'agit de l'action de s'influencer soi-même, consciemment ou non, afin que la conduite suggérée se réalise.
en dehors de la volonté et d'une manière presque automatique. C'est une technique dont vous entendrez souvent parler, je pense, pour induire des rêves lucides. Pour ma part, je dirais qu'elle englobe un concept général extrêmement important. Le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est d'y croire. Si vous croyez que les rêves lucides sont possibles et que tout le monde peut y arriver, y compris vous, alors vous n'avez rien besoin de savoir de plus sur les techniques d'autosuggestion. Cela dit, l'autosuggestion est une technique qui marche vraiment bien. Pendant la journée ou avant de vous endormir, répétez-vous à vous-même que vous allez réussir à faire un rêve lucide. Vous pouvez également vous projeter en imaginant ce que vous voulez rêver. Technique suivante, DEILD ou MUO. Très proche du PILD, cette technique consiste à se réveiller au milieu de la nuit en utilisant une sonnerie que vous n'avez pas besoin d'éteindre manuellement. Ensuite, il vous suffit de ne plus bouger. Votre corps interprétera alors que votre esprit est endormi et provoquera une paralysie du sommeil. La suite, vous la connaissez. Cette technique est plus efficace pour induire une paralysie du sommeil, mais il en découle moins de bienfaits, pensées positives, productivité, etc. Elle est cependant redoutable et il m'est arrivé bien des fois d'y avoir recours. Autre technique. Il existe bien entendu une multitude d'autres techniques plus ou moins efficaces, mais moins répandues. Je vous ai fait une sélection que je vous présente car je les trouve drôles et pourtant efficaces pour les avoir testées moi-même. EILD. Utilisez un stimulus extérieur qui se traduit dans un rêve comme signe que vous êtes en train de rêver, similaire à la musique classique dans le film Inception. BILD. Si tu es persuadé que tu auras un rêve lucide, tu auras un rêve lucide. HILD. Utilisation de l'hypnose pour induire un rêve lucide. COILD. Se préparer un bon plat le soir à base d'aliments favorisant la lucidité onirique. SILD. Pour les personnes qui rêvent beaucoup de sexe, il s'agit de réaliser des tests de réalité dès que vous effectuez une quelconque activité sexuelle. LILD. Effectuer un test de réalité dès que vous voyez une lettre ou un mot en particulier, par exemple le L. VILD. Visualiser mentalement l'action de faire un test de réalité qui fonctionne. MWILD. Écouter de la musique en s'endormant pour garder un lien avec la réalité et espérer percevoir cela en dormant. Étape finale, créer sa propre combinaison. Nous venons de voir un certain nombre de techniques très intéressantes que nous pouvons commencer à utiliser en combinaison. Afin de trouver celle qui vous convient, je vous suggère de ne pas vous prendre la tête et de simplement les tester toutes pour avoir un choix qui se précise avec le temps. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser sans modération le WBTB et les tests de réalité. Le reste est à votre bon vouloir. Ce sont les deux techniques les plus puissantes et donnant les meilleurs résultats. Pour rappel, le WBTB consiste à se lever au milieu de la nuit, de faire une petite pause sans utiliser d'écran, puis d'aller se rendormir. Pour ma part, voici les étapes que j'adopte. Je programme mon réveil avec une sonnerie courte et spécialement conçue pour les rêves lucides, ce qui veut dire que je n'écoute cette musique que dans ce contexte. Je le prépare pour sonner environ 4h30 après mon endormissement. 10 minutes avant d'aller m'endormir, je lance une musique spéciale que je n'écoute nulle part ailleurs. Il s'agit de la même musique. Durant ces 10 minutes, je lis mon journal de rêve et j'imagine déjà réaliser des tests de réalité. Au moment d'aller me coucher, j'effectue un test de réalité, celui du nez bouché ou celui de la main. Je me positionne confortablement et effectue un PILD, une induction par paralysie du sommeil. Puis, je m'endors. Lorsque la sonnerie spéciale me réveille, 4h30 plus tard, je reste immobile dans mon lit et attends 3 minutes. Si je ne parviens pas à provoquer une paralysie du sommeil, alors je me lève et ouvre la fenêtre pour abaisser la température de la pièce. Je reste éveillé une demi-heure et vais sur mon balcon tout en réalisant 1 ou 2 tests de réalité. C'est donc le fameux WBTB. Lorsque je retourne me coucher, je retente un PILD, cette fois orienté rêve lucide. Si je ne parviens pas à entrer en paralysie du sommeil, alors je m'endors à nouveau. Au petit matin, je lis mon journal des mots-clés et me filme raconter ma nuit et mon ou mes rêves lucides si ils ont eu lieu. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour réussir à faire de merveilleux rêves lucides. D'ailleurs, à ce stade, et si vous n'avez pas écouté cet enregistrement d'un coup, vous devriez déjà avoir vu quelques premiers résultats ou fait quelques expériences nocturnes inhabituelles. À présent, je vous propose 2 chapitres pour apprendre comment voler et comment interagir avec son environnement dans un rêve lucide. Voler est sans aucun doute l'une des activités les plus pratiquées dans les rêves lucides. C'est une sensation indescriptible et merveilleuse qui ne nécessite pourtant pas beaucoup de pratique. Le concept même de voler étant très largement connu, il n'est pas difficile d'imaginer cela possible en rêve. Mais alors, comment vous y prendre ?
Les bases pour apprendre à voler se résument simplement à oser se lancer. Oser se lancer, ça veut dire être parfaitement conscient que rien ne peut vous arriver et que voler est tout à fait possible dans votre rêve. Vous verrez par vous-même avec quelle simplicité vous pourrez vous élever dans le ciel et explorer votre environnement. Il existe bien des façons de voler dans un rêve et ce qui est vraiment sympa, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. C'est-à-dire la technique avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et avec laquelle vous prenez le plus de plaisir à voler. Vous pourriez par exemple voler comme un oiseau. Pour ça, levez les bras vers le haut pour les faire se rejoindre au-dessus de votre tête, puis d'un coup sec et puissant, abattez-les contre le bas en levant votre tête vers le ciel pour vous envoler d'un coup. Lorsque vous sentez que vous perdez de l'altitude, recommencez à battre des bras avec énergie. Voler comme un oiseau est une méthode rigolote mais qui nécessite de l'énergie puisque vous sollicitez vos membres supérieurs. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans un rêve que vous n'allez pas le sentir. C'est souvent le type de technique adopté instinctivement par les débutants, tout comme essayer de faire des mouvements de natation pour avancer une fois en l'air. Ce ne sont pas des techniques très efficaces sur le long terme, mais rigolotes pour commencer à pratiquer. Voler comme Superman. Pour voler comme Superman, le mot d'ordre c'est l'élan. Plus vous désirez aller vite et loin, plus il vous faudra prendre de l'élan. Prendre son élan, ça ne veut pas dire courir sur 100 mètres avant de sauter au bord d'une falaise, mais plutôt se préparer au vol. Cela peut se faire en prenant appui sur vos jambes comme si vous vouliez sauter très haut et vous jeter avec force vers l'avant. Plus vous serez convaincu de voler au moment de prendre votre élan et plus votre expérience sera réussie. Voler grâce à un objet. Il peut être intéressant de s'aider d'un objet afin de déléguer l'action de voler à quelque chose capable de le faire. Imaginez un objet capable de voler et attribuez-le vous afin de décoller rapidement vers de nouveaux horizons. Voici quelques exemples qui pourraient vous inspirer. L'armure d'Iron Man, un overboard, un jetpack, un balai volant et de la poudre comme Peter Pan. Voler grâce à un animal. Même principe que pour les objets, mais cette fois c'est directement un être vivant. Cela peut être un dragon, un oiseau géant, la seule limite sera votre imagination. Petit bonus, voler comme dans Minecraft. Celui-ci est cadeau, c'est la technique que j'ai choisie personnellement pour voler dans mes rêves lucides. Elle me convient bien parce qu'elle me permet de voler comme Superman sans pour autant prendre beaucoup d'élan. Il me suffit de simuler un double saut pour partir dans les airs à la vitesse que je souhaite. Je peux ainsi admirer le paysage ou décider d'aller beaucoup plus vite comme je le ferais avec la technique Superman. Un bon mix si vous voulez mon avis. Conclusion, voler dans un rêve lucide, c'est facile et à la portée de tout le monde, c'est une base indispensable que les maîtres des rêves maîtrisent instinctivement et qui ouvre de très belles portes dans les rêves. À présent, allons un peu plus loin. Vous êtes dans un rêve lucide, vous voulez absolument faire quelque chose, mais vous ne savez pas comment procéder. Alors ce chapitre est fait pour vous. Traverser les murs, faire apparaître n'importe quoi ou n'importe qui, voyager dans le temps, soulever des montagnes, maîtriser les éléments, plonger à des milliers de kilomètres de la surface, voir dans la nuit, revivre les meilleurs moments de votre vie, vivre des moments futurs, la liste des possibilités est juste interminable. Apprendre à maîtriser son environnement en rêve lucide, c'est accéder à tout ce potentiel et plus encore. Grâce à la modélisation de ce qui nous entoure, tout est possible. Après avoir appris à faire des rêves lucides, on est en droit de se demander « et maintenant ?» Comment devenir le dieu de ses rêves ? C'est ici que ça se passe. Je vous propose d'apprendre ensemble comment prendre le contrôle quasi total de vos rêves lucides grâce à la modélisation. Si c'est ce terme que j'ai choisi, c'est parce qu'il fait référence aux techniques de modélisation 3D. Celles-ci permettent de créer de magnifiques décors, personnages et effets spéciaux dans les films. C'est pour appuyer le fait que dans un rêve, on peut aussi modéliser un monde irréel mais extrêmement vibrant et encore mieux, y vivre chaque nuit. Pour aller encore plus loin, on pourrait imaginer une seconde vie la nuit, que vous créez comme vous le désirez, sans limite et sans loi. Je m'y étais essayé et je dois avouer qu'avec suffisamment de motivation, les résultats sont surprenants. Par où commencer ? De zéro. Non. Partons quand même du principe que ce chapitre s'adresse à ceux sachant déjà faire des rêves lucides. Si vous n'avez pas encore obtenu votre premier rêve lucide, vous risquez de ne pas tout comprendre, mais soyez le bienvenu, c'est parti. Environnement plutôt qu'action. La base que nous devons comprendre, c'est que dans vos rêves lucides, votre lucidité doit servir uniquement à vivre le rêve. Ce sont vos yeux. Ce n'est pas son rôle de créer les décors, les personnages et l'histoire. C'est au contraire votre inconscient qui s'en chargera. Croyez-moi, il se débrouillera beaucoup mieux que ça, il excelle dans ce domaine. Par exemple, lorsqu'on se perd dans nos pensées, nous perdons conscience que nous pensons. Les pensées deviennent de plus en plus rapides, profondes, diverses. Tout va plus vite. C'est également vrai avant de s'endormir ou au petit matin.
Les pensées sont incontrôlables et vives. C'est parce que l'inconscient a encore son mot à dire. Si dans vos rêves vous voyez des paysages si incroyables, c'est parce que votre inconscient arrive à le créer à la volée et de façon spectaculaire. Essayez seulement de reproduire les mêmes paysages consciemment dans votre tête, une vraie galère. En partant de ce principe, vous allez toujours faire en sorte que ce que vous désirez voir dans un rêve lucide soit produit par votre inconscient. Voici divers exemples. Faire apparaître une personne. Pour faire apparaître quelqu'un devant vous, que vous le connaissiez personnellement ou non, vous y arriverez mieux en déléguant la tâche à votre inconscient. Pour cela, n'essayez surtout pas de créer le personnage devant vous, car vous utiliserez votre partie consciente, celle avec laquelle vous êtes déjà en train de vivre le rêve de façon consciente. La technique consiste à partir du principe que la personne que vous désirez voir dans votre rêve s'y trouve déjà. Ainsi, votre inconscient met tout en œuvre pour vous offrir ce que vous croyez. Cela se résume simplement ainsi, dans vos rêves, vous voyez ce que vous croyez. C'est un fait. Vous croyez qu'une créature va surgir derrière un rocher ? Bam ! Croyance exaucée. Vous croyez que Blanche-Neige va venir mettre sa main sur votre épaule ? Eh oui. Vous croyez que vous pouvez traverser ce mur ? Incroyable. Vous croyez qu'il vous suffit de sauter très haut pour vous retrouver dans l'espace ? Eh bien, essayez seulement. Vous croyez que dans ce bar sera jouée la plus belle musique du monde ? Vous croyez qu'en vous retournant, vous verrez la plus belle femme ou le plus bel homme que vous n'avez jamais vu ? Admirez. Vous croyez que dans ce garage se trouve la voiture de vos rêves ? Magique. Vous voulez la conduire ? Vous n'avez qu'à croire que les clés sont dans votre poche. Ce principe s'applique aussi bien dans vos rêves que dans la vraie vie, dans une toute autre mesure. Mais nous y reviendrons dans le chapitre ultime de ce livre. Revenons toutefois à notre sujet actuel. Maintenant que nous sommes à l'aise avec le principe du « je vois ce que je crois », nous pouvons l'appliquer pour faire apparaître une personne. Imaginez simplement que cette personne est déjà là, a toujours été là. Elle n'est juste pas devant vous, soit derrière vous, dans ce cas retournez-vous, soit derrière une porte, dans ce cas ouvrez-la, soit cette personne s'apprête à arriver en voiture ou en bus, dans ce cas attendez. Vous aurez compris le principe, vous soufflez une idée à votre inconscient en invoquant une croyance. La croyance se réalise dans la majorité des cas. Se téléporter. En suivant la loi du « je vois ce que je crois », comment pourriez-vous parvenir à vous téléporter facilement d'un point A à un point B ? Vous allez vous débrouiller pour que votre inconscient change pour vous le paysage dans lequel vous vous trouvez. Un peu comme si finalement ce n'est pas vous, mais l'environnement qui se déplace. Imaginez par exemple que vous venez de voir quelque chose de spécial. Vous avez décidé de faire un test de réalité. Celui-ci marche. Vous avez par exemple réussi à respirer en vous bouchant le nez et la bouche, et lorsque vous prenez conscience que vous rêvez, vous êtes en haut d'une montagne. Du haut de cette montagne, vous voyez un lac magnifique mais lointain et voulez vous y téléporter. Allez-vous essayer de vous imaginer apparaître sur place ou allez-vous soudoyer votre inconscient pour qu'il vous offre ce lac directement ? Évidemment, vous allez trouver une astuce pour déléguer la tâche à votre inconscient. Vous pourriez par exemple décider de courir très vite en direction du lac, de fermer les yeux et au moment où vous ne voyez rien, imaginez que vous êtes déjà présent au bord du lac. Réouvrez les yeux et vous y êtes. Au final, tout est lié à l'idée « c'est déjà comme ça ». Si vous croyez que c'est déjà comme ça, comme pour faire apparaître quelqu'un, il y a de grandes chances pour que cela fonctionne. Visitez des endroits imaginaires. Encore une fois, essayez d'imaginer une planète rouge avec des arbres gigantesques et une population d'extraterrestres dont la couleur de peau change selon leur humeur. Vous aurez de la peine à le faire sans déléguer. Vous avez pourtant toutes les cartes en main car votre inconscient se nourrit de ce que vous lui offrez par vos 5 sens. Si votre objectif est de rêver d'un bain de minuit sur une planète chaude et océanique, parfait, il vous suffit d'avoir regardé au moins une fois Waterworld et Mars Attack. Votre inconscient combinera les deux avec d'autres expériences pour vous offrir ce que vous voulez. Si votre rêve part d'une situation bateau, vous êtes dans votre chambre et paf, vous devenez lucide. Dans ce cas, comment passer de la chambre à la planète bleue ? Je vous propose de combiner alors ce que nous avons déjà appris. Nous commençons par nous envoler par notre fenêtre en combinant ce vol avec une téléportation. Ainsi, nous nous retrouvons dans l'espace. Devant nous se trouve forcément la planète bleue car elle est au centre de ce que l'on désire. Nous n'avons plus qu'à tenter une seconde téléportation et nous sommes sur la planète en question. En effet, ça c'est la théorie. En pratique, c'est toujours plus drôle parce que votre inconscient est assez joueur. Probablement qu'il vous fera quelques surprises. Comme ce jour où j'ai voulu me téléporter sur une île déserte et au lieu de ça, je me suis retrouvé dans un parc aquatique. Et voilà, vous avez à présent toutes les clés en main pour devenir maître de vos rêves. Ce livre audio est à présent terminé. Nous avons couvert ensemble toutes les étapes vous permettant de réaliser rapidement des rêves lucides, intenses et inoubliables. N'hésitez pas à revenir sur certains chapitres,
ou à vous rendre sur rêver-lucide.com pour découvrir le guide d'apprentissage des rêves lucides ou tout simplement retrouver ce livre audio sous forme écrite. À présent, je vous propose de nous changer un peu les idées. J'ai envie de vous parler de quelques méthodes simples qui rendent serein et facilitent grandement la vie. Rien de magique, c'est basique, que de la logique. En plus, c'est gratuit, pas de prise de tête et vous en faites ce que vous voulez. Ce dernier chapitre bonus s'adresse à tout le monde dans le but d'être plus serein, d'être moins stressé, de se faciliter la vie, de sortir d'une mauvaise période, de moins regretter ses choix, de prendre les bonnes décisions, de se débarrasser de ce qui ne vous plaît pas, de trouver un meilleur mode de vie, finalement d'être heureux et de le rester. Nous allons nous baser ici sur 3 principes simples, mais essentiels qui permettent d'y voir plus clair sur vos expériences et de vous diriger vers ce qui vous fait du bien. Ces bases sont 1. Le tableau des faits, 2. Le tri d'intérêts et 3. Les croyances, entre parenthèses, je vois ce que je crois, je suis ce que je fais. Une fois acquis, ces principes permettent de vous débarrasser des plus grandes barrières qui vous empêchent d'avancer, vous permettant ainsi d'atteindre vos objectifs, principalement celui d'être heureux, qui est commun à la majorité d'entre nous. Si vous venez de subir une épreuve dans votre vie, la méthode vous sera plus difficilement bénéfique, tout simplement car vous ne seriez pas dans un état qui vous motive à la mettre en pratique. Mais elle a quand même été pensée pour ça. C'est pourquoi les principes que nous allons voir sont très simples à appréhender. C'est essentiel. Nous ne cherchons pas de méthode complexe qui vous plongerait dans une grande remise en question, comme nous pourrions le faire chez un psychologue ou entre amis. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que parler, ça fait du bien. Parler de ses soucis à ses amis ou à un docteur peut sembler une bonne idée. Voici pourtant pourquoi je pense que parler de ses problèmes aux autres ne les résout pas. Lorsque vous parlez d'un de vos problèmes à un ami, si on schématise, que fait-il ? Il écoute ce que vous avez à lui dire, il fait appel à son propre vécu pour vous donner des clés, il compatit en allant dans votre sens et vous rassure. Il vous souhaite bon courage, il vous dit qu'il est avec vous, etc. Pour commencer, parler de ces problèmes implique de les partager, ce qui les fait perdurer. Dit plus simplement, vous leur donnez de la place. Je ne dis pas que vous devez tout garder pour vous, mais de vous limiter à 1 ou 2 personnes. Ensuite, votre ami aura beau vous donner toutes les meilleures clés du monde pour réussir à aller mieux, ce ne sont toujours que ses propres clés à lui. Autrement dit, elles n'ouvrent pas vos portes à vous, mais les siennes. Lorsque votre ami compatit en allant dans votre sens, il ne pense pas forcément ce qu'il dit. Par exemple, vous cherchez réconfort après une séparation, vous et tous vos amis s'accordent à dire que votre ex est la pire des crevures, l'ex fait pareil de son côté, au final aucun problème n'est réellement identifié, on est dans le « c'est pas moi, c'est les autres ». Finalement, votre ami vous dit « courage, bonne chance, je suis avec toi ». Ces phrases sont à bannir car elles ne font qu'ancrer encore plus profondément dans votre inconscient que votre situation est à plaindre, vous donnant une envie irrésistible de conserver votre drame. Et oui, car grâce à lui, on vous donne de l'attention. Lorsqu'il s'agit de parler à un psychologue, pour moi, on va être ici dans un schéma tout aussi mauvais que le précédent. On va chez le psy quand on ne va pas bien pour résoudre un problème, pour parler de ce qui ne nous plaît pas, de ce qu'on veut changer, mais aussi des gens qui nous embêtent, des épreuves passées, de notre peur du futur. Et on en parle à une personne qui est familière avec cela et qui a elle-même des problèmes à résoudre. Avec tout ça, on tourne en rond, on pense et on vit problème, on cherche à rester dedans car on se sent bien d'en parler. Cela nous fait aller mieux, alors on recommence. L'envie de parler revient, le problème change de nature et la guérison est lente. Puis un jour on se réveille en étant persuadé que la vie c'est ça. C'est comme si nous lâchions les armes et acceptions que notre vie ne sera plus comme avant et que c'est normal. On croit que tout le monde est dans la même situation. C'est un mensonge qu'arrivé à l'âge adulte, les problèmes nous empêchent de retrouver une certaine insouciance. C'est à force d'y croire que nous le vivons ainsi. Arrivé ici, vous êtes probablement un peu dubitatif. Certains points ont retenu votre attention, d'autres non. Voyons si la première étape vous parle. Le tableau des faits. La première étape consiste simplement à prendre connaissance de 4 faits qui, s'ils sont bien intégrés, vous éviteront de vous prendre la tête pour des futilités. Vous verrez que ces futilités sont pourtant des montagnes pour bien des gens. Peut-être même vous. Fait numéro 1, on ne peut pas changer le passé et on ne peut pas non plus lire l'avenir. Il nous arrive à tous de nous rendre malades en anticipant un événement ou encore de regretter un choix passé. C'est assez normal, heureusement, cela ne sert à rien. Faites le test. Essayez de prévoir sur une feuille de papier 3 événements. Pensez-vous que ce que vous avez noté se produira ?
Dans l'écrasante majorité des cas, la réponse est non. Sachant cela, expliquez-moi pourquoi nous devrions nous inquiéter avant même que quelque chose ne puisse se produire. C'est exactement comme se plaindre toute une journée de la pluie qu'il fera demain et s'apercevoir, le jour en question, qu'il fait grand soleil. Vous avez mis de l'énergie à vous plaindre, à annuler votre promenade au soleil et avez perdu du temps. Fait numéro 2, on ne peut pas changer les gens, ils ne le font que lorsqu'ils l'ont décidé eux-mêmes. On reçoit sans cesse des leçons de tout le monde. Ils pensent avoir raison et si on ne pense pas comme eux, alors la relation est compromise et on se fait tout savoir au passage. On pense tous savoir mieux que les autres dans quelle direction ils doivent se diriger, mais rappelez-vous que un fumeur n'arrête pas de fumer parce qu'on le lui suggère. On ne devient pas végétarien sans une prise de conscience personnelle de ce qu'est la viande aujourd'hui. Je ne le suis pas et ne le deviendrai que si je le souhaite par exemple. Une personne en surpoids ne commencera le sport qu'après être passé par certains stades qui lui sont propres. Vous n'avez aucune influence là-dessus. Certaines personnes ne pourront simplement pas changer à cause de leur vécu. Une personne ayant été violemment rejetée par le passé aura du mal à faire confiance à nouveau. Prenez toujours le vécu de la personne en face de vous en compte avant de vous faire votre opinion. Fait numéro 3, les plus grandes barrières sont celles que l'on s'impose à soi-même. Comment pensez-vous que se comportent les gens qui réussissent et ceux qui échouent? Les gens qui réussissent sont ceux qui ne doutent pas de leur réussite ou qui n'y pensent même pas. À l'inverse, ceux qui échouent sont ceux qui pensent ne pas pouvoir y arriver, se font rabaisser, n'essayent jamais ou abandonnent. Cependant, réfléchissez un instant. Est-ce que ces idées sur vous-même sont des faits? Non. La seule chose qui vous différencie de celui qui y arrive mieux, c'est l'idée que vous vous faites de vous-même. Et si le simple fait de croire que vous valiez mieux suffisait? La plus grosse différence entre vous et les autres ne sont pas vos capacités physiques ou mentales, mais les barrières que vous vous imposez. Laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il au moins une autre personne dans la même situation que vous qui réussit là où vous bloquez? La réponse est toujours oui. Fait numéro 4, les gens font toujours le meilleur choix en fonction de leur histoire. Est-ce que prendre des médicaments est bon ou pas? Est-ce que devenir végétarien est une bonne chose? Est-ce que vous croyez que la NASA est vraiment allée sur la Lune? Est-ce que le réchauffement climatique est bien réel? Est-ce que Dieu existe? Tant de questions qui ne trouveront jamais de réponse unanime. Qu'est-ce que cela signifie? Si une personne que vous connaissez fait un choix que vous trouvez absurde, est-ce que cela fait de son choix le mauvais? Non. Simplement le meilleur choix qui lui était possible de faire avec son histoire, car autrement, cette personne ne l'aurait pas fait. Votre meilleur ami passe beaucoup de temps avec son ou sa copine, et vous ne comprenez pas. La personne que vous aimez refuse de se mettre avec vous. Votre père voit une autre femme, votre cousine a commencé à fumer, vous n'avez pas eu le job, vos camarades ne travaillent pas assez pour votre exposé commun. Voici pourquoi. Cette autre personne a fait un choix personnel qui a du sens pour elle. Cela a du sens pour elle car ce choix est censé améliorer ce qu'elle a déjà. Elle désire le faire car ce qu'elle a déjà ne lui convient ou suffit pas. Ça ne lui convient ou suffit pas car sa situation n'est pas en phase avec ses valeurs. Ses valeurs doivent être suivies pour aspirer au bonheur. Aspirer au bonheur est l'objectif principal de la majorité des gens. Son choix est donc le meilleur moyen d'aspirer au bonheur. Pourtant, malgré cette suite logique, la seule chose que vous vous dites c'est « moi je ne ferai pas ça ». Eh bien laissez-moi vous dire une bonne chose, vous n'êtes pas cette personne. Cette personne fait les meilleurs choix en fonction de son vécu et vous faites la même chose. Les gens faisant des choix plus égoïstes trouvent leur bonheur avec eux-mêmes. Les gens faisant des choix plus altruistes trouvent leur bonheur chez les autres. Les gens faisant des choix contradictoires trouvent leur bonheur dans le changement. Les gens faisant souvent les mêmes choix trouvent leur bonheur dans la stabilité. Les gens ne faisant pas de choix trouvent leur bonheur dans ce qu'on pourrait appeler le laisser-aller. Alors la prochaine fois que quelqu'un ne comprend pas l'un de vos choix, n'essayez pas de lui expliquer. Dirigez-vous vers une personne qui correspond à votre idéologie et empochez le gros lot au passage. Ce qu'il vous faut retenir, c'est que la plupart des situations qui vous emmerdent dans la vie ont un lien avec l'un de ces faits. Les connaître vous permet de mieux appréhender le monde. Cela vous apprend à vous adapter et non l'inverse, vous évitant au passage bien des ennuis. La prochaine étape nous apprend à nous focaliser sur nos choix personnels et à leur donner du sens et pouvoir ainsi avancer dans la vie à pleine vitesse. Cette prochaine étape, c'est le tri d'intérêt, ou le chemin. C'est la meilleure façon de donner de l'importance à ce qui vous fait du bien et de balayer ce qui complique votre vie. Cela se présente comme un chemin. Le chemin monte ou descend, le paysage change, le temps qu'il fait aussi. Par moments on s'encouble et par moments on escalade un obstacle. Après la pluie, le chemin glisse. Quand il fait grand beau, la soif se fait sentir. Vous n'êtes pas toujours seul, les gens arrivent et repartent. Vous êtes plus ou moins bien équipé. Des fois la vue est dégagée, d'autres fois vous êtes dans le brouillard. Cet exemple montre une chose importante, vous êtes libre de choisir la destination de votre voyage, mais pas ce que vous allez y vivre. Ainsi,
Pour avoir la vie qui vous convient le mieux, le chemin le plus agréable à suivre, il vous faut choisir la meilleure destination. Cette destination dépend totalement de vos centres d'intérêt. Le tri d'intérêt consiste à dresser une liste de tout ce qui vous rend heureux et est intéressant pour vous, en vert ou en bleu. Ensuite, de noter tout ce qui vous rend malheureux et dont vous n'avez rien à faire, en rouge. Cette liste va prendre tout son sens lors du dernier chapitre. Ne négligez surtout pas l'exercice qui va suivre. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'aller réellement mieux par vous-même et de passer au niveau supérieur. Pour cela, vous n'avez besoin que de 2 stylos et d'une feuille. Prenez réellement 5 minutes pour commencer à remplir votre liste, vous ne le regretterez pas. Pour vous aider, voici la mienne. En bleu, dans la catégorie qui me fait du bien et me rend heureux, j'ai noté faire du montage vidéo, manger au restaurant, marcher le soir en écoutant de la musique, faire l'amour, dessiner, faire de l'animation, boire un verre avec un ami, chanter, faire de la programmation, courir, faire de la musculation, les rêves lucides, me filmer et raconter ma vie. Puis, en rouge, tous les points dont je pourrais bien me passer sont ce que pensent les autres de moi, avoir une belle voiture, gagner beaucoup d'argent, le foot, les repas avec les collègues, les gens qui me rendent malheureux, les gens qui se plaignent, les gens négatifs. Finalement, les croyances, je vois ce que je crois, je suis ce que je fais. C'est ici que tout prend sens. Moi qui pourtant suis logique et rationnel, je ne cesse de me demander si la magie n'a pas quelque chose à voir là-dedans. Inutile de vous faire attendre plus longtemps, j'espère que vous avez rempli votre tri d'intérêt. C'est parti. Si je vous demande à nouveau de ne pas penser à un éléphant, que faites-vous? Vous allez trouver ça con, mais votre vie entière se base sur ce principe. Et ce n'est pas pour rien que l'éléphant est la mascotte de rêver-lucide.com. Vous avez noté en vert sur une feuille tout ce qui vous rend heureux et en rouge tout ce qui vous emmerde, n'est-ce pas? Ok, je vais être clair avec vous maintenant, tout ce que vous avez noté en rouge ne vous sert strictement à rien. Alors pourquoi les avoir listés, me direz-vous? Simplement pour que la prochaine fois qu'une de ces choses se glisse sur votre chemin, vous preniez le réflexe immédiat de n'en avoir rien à faire. Je vous laisse à présent déchirer cette partie de la liste, ce n'est pas votre chemin. Parlons à présent de tout ce que vous avez écrit en vert, beaucoup plus intéressant. Ce que vous avez écrit en vert, ce sont les choses qui vous rendent heureux et vont vous faire avancer dans la vie. Cela peut être l'argent, l'amour, le dessin, le sport, le sexe, la mer, lire, conduire, étudier, qu'importe. Vous allez penser à présent à ces choses et laisser totalement de côté ce qui ne vous plaît pas. Voici des exemples de comportements à adopter. Le matin, avant d'aller bosser, ne dites plus courage, mais amuse-toi bien. Quand on vous dit courage le matin, répondez toi aussi amuse-toi bien. Voyez-vous réussir plutôt qu'échouer. Faites un maximum d'activités que vous avez listées en vert ou en bleu. Dirigez toutes vos pensées vers ce que vous avez noté en vert ou en bleu. Essayez de dire plus souvent non aux gens qui ne vous entraînent pas dans le vert ou le bleu. Voyez un peu plus grand. Pensez à votre liste. Faites de votre liste votre mode de vie. Prenez conscience de la liberté que vous avez comparée à bien des gens. En suivant ce principe, les croyances suggèrent que vous ne devez vous diriger que vers les éléments positifs de votre existence. Cela paraît effectivement logique, mais quand on s'y penche un peu, est-ce qu'on le fait réellement dans la vie de tous les jours? Je ne crois pas. Maintenant, imaginez simplement que tous les matins au réveil, vous pensiez richesse, réussite, joie, amour, bonnes relations, projets, investissement, formation, apprentissage, rire. C'est un peu comme si vous aviez le vertige pour toutes ces choses et qu'elles vous attiraient. Vous n'y pouvez rien. Vous laissez ainsi de la place, beaucoup de place à toutes les choses positives de votre vie. Vous allez trouver ça drôle, mais vous pourriez presque confondre ça avec des pouvoirs tant c'est radical. Évidemment, ce n'est pas de la magie, simplement une refonte de votre façon de fonctionner et cela marche encore mieux si vous vous fichez du regard des autres, mais normalement cela fait partie de votre liste. Vous croyez que tout cela est possible, d'aller mieux donc, vous êtes ouvert d'esprit et êtes capable de vous remettre en question, vous ne donnez pas toute la place à votre ego et surtout, finalement, cela ne marche que si vous avez réellement envie d'aller bien. Conclusion, est-ce que vous avez envie d'aller bien ?